Voilà, de retour sur le plateau de Dimanche, c'est politique pour le duel. La semaine dernière, nous avons eu droit à un duel avec le parti, un représentant du parti FCBE et un représentant de la mouvance présidentielle. Aujourd'hui, nous sommes dans d'une autre configuration. Nous avons le porte-parole du RLC, Restaurer la confiance, du duo porté par le duo Irénée Agos, Corentin Kouroué Irénée Agossa. Représente ici, nous allons recevoir M. Mohamed Liamidi, qui est porte-parole de Restaurer la confiance. En face, nous avons Lukman Tidjani, acteur politique Bloc républicain, donc du côté de la mouvance, pour discuter rapidement de quel sujet d'intérêt national. Vous l'aurez appris dans la semaine, le professeur Tokpanou a fait une publication intitulée Le Bénin n'est pas une dictature. Ça fait suite à la publication du professeur Dorothée Sosa il y a quelques jours également, qui allait dans le même sens. Ce sera cette question de démocratie, de paix, d'état de droit sera le premier sujet de notre duel de ce matin. Le duel de dimanche, c'est politique, c'est parti. Alors, Monsieur Mohamed Liamidi, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour le duel de ce dimanche de Pâques. Voilà. Alors, le Bénin n'est pas une dictature. C'est ce que le professeur Victor Tokpanou a défendu dans la semaine à travers une publication qui a été diffusée un peu partout. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous qui, je le rappelle, porte-parole du mouvement RLC. Bonjour, Monsieur François David. Bonjour à Lukman Tidjani. Lukman Tidjani d'en face. Bonjour aux téléspectateurs de E-Télé. Bonjour à tout le peuple béninois. Bonne fête à toute la communauté chrétienne. Merci. Alors, le Bénin n'est pas une dictature selon le professeur Victor Tokpanou. Merci. Dans un État où le citoyen se semble, c'est-à-dire que dans un État où le citoyen pense que la loi est au-dessus. D'accord? Dans un État comme ça, où on fait tout par la loi. Tout se fait par la loi. La loi, la loi, la loi. La loi, d'accord. Mais l'esprit de la loi, c'est encore mieux. C'est ce qu'a dit quelqu'un. Mais quand le citoyen a l'impression qu'on lui fait faire tout, et on l'oblige à tout par la loi, et on le contraint à tout par la loi, là, a priori, c'est une dictature des lois. Moi, je ne réponds pas au professeur Victor Tokpanou. Non, c'est pas la question. Mais pour lui faire justice, il a dit, son titre c'est Le Bénin n'est pas une dictature ou pas encore. D'accord. Le Bénin n'est pas une dictature ou pas encore. Pas encore, ça veut peut-être dire que le Bénin est sur le chemin de devenir une dictature. Bon, si je voudrais trouver la réponse à cette question déjà dans ce qu'a dit le professeur Tokpanou, ça veut dire que si on ne l'est pas encore, c'est qu'on est sur le chemin de l'être. Il vaut mieux s'assurer qu'on ne le saura pas. C'est ce qui est mieux, c'est ce que nous répondons. Parce que les pères fondateurs de notre nation, ils ne se sont pas battus pour des questions d'ethnie, pour des questions de religion, pour des questions, je dirais, claniques. Ceux qui ont fondé notre nation, ceux qui se sont battus pour le renouveau, pour que le renouveau démocratique soit effectif dans le pays, et que depuis 1990, nous expérimentons la démocratie avec tout ce que nous avons connu comme élection, changement de régime et tout. Ceux qui se sont battus pour que cela soit une réalité, pour que aujourd'hui nous ayons en place ce régime qui est aussi venu par le processus démocratique, et que nous pensons que nous pouvons encore changer ce régime par le même processus démocratique, c'est-à-dire par la voie des urnes. Alors, nos pères fondateurs qui se sont battus, ils se sont battus pour que le droit à la libre expression, le droit de s'associer, le droit de s'exprimer librement, ainsi que le droit de choisir librement ses dirigeants soit une réalité pour nous tous, et le fait de s'assurer que personne
ne viendra empiéter sur cette droit qui nous appartient à nous tous. Voilà. Sur cette même question. Oui, je voulais d'entrée saluer aussi nos téléspectateurs et souhaiter une excellente fête de Pâques à la communauté chrétienne. Je pense que, contrairement à ce que beaucoup d'acteurs politiques, certaines personnalités politiques clament sur des médias nationaux et internationaux, je suis dans la même phase avec le professeur Topanou pour dire que le Bénin n'est pas une dictature. Vous semblez dire, M. Lamini, dire que nous sommes en train de marcher, moi je dirais, nous sommes en train de tendre vers la dictature. Je ne l'ai pas dit, c'est lui qui l'a dit. Vous semblez le dire que nous sommes en train de tendre vers la dictature et qu'il est important pour nous d'arrêter la saignée. Moi je ne suis pas de cet avis parce que, bien avant 2016, nous avons tous fait un diagnostic de notre marche démocratique depuis 1990. Et nous avons estimé ensemble, l'ensemble des acteurs politiques, j'irai plus loin, la presque totalité des candidats aux élections présidentielles de 2016, pour dire que notre démocratie était une démocratie qu'il était important de rénover, qu'il était important de revoir. L'ensemble des candidats aux élections présidentielles de 2016 ont parlé de réforme politique. L'ensemble des candidats aux élections de 2016 ont parlé de la lutte contre l'impunité, de renforcer le système juridique, de faire en sorte que les lois soient de plus en plus respectées par les citoyens. Quand au lendemain des élections de 2016, vous élisez un président de la République en la personne du président Patrice Talon, qui décide de mettre en œuvre cette volonté publique, cette volonté de l'ensemble des Béninois, de faire en sorte que notre démocratie, que quelqu'un a qualifiée de démocratie Nescafé, ne soit plus une démocratie Nescafé, mais soit une démocratie qui nous amène davantage vers le progrès social, le progrès économique, et que nous commençons par titiller nos habitudes, on pense qu'à un moment donné, nous ne sommes plus dans la marche de la démocratie. Je ne suis pas d'accord. Lorsque vous parlez de loi, la société est régie par la loi. Vous avez dans un État, vous avez une constitution, vous avez des codes, vous avez des règles qui régissent la société et qui s'imposent à l'ensemble des citoyens. Quand depuis 1990, nous avons des lois, nous avons des codes qui s'imposent à presque tous les citoyens, mais qui ne s'imposent pas aux acteurs politiques. Parce que depuis 1990, nous sommes restés dans une relation de protection du personnage politique. Lorsque nous sommes dans un régime, nous avons cautionné l'impunité pendant des années. Nous avons eu des concours frauduleux dans ce pays, personne n'a été sanctionné. Nous avons eu des situations qui, à la limite, sortaient du commun, mais personne n'a été sanctionné parce qu'on était dans l'impunité, parce qu'on était dans des relations de corruptibilité pour protéger des alliés, des acteurs politiques. Personne ne l'a fait. Lorsque nous avons constaté que nous avons par exemple un arsenal juridique, nous avons des lois qui ne sont pas en phase avec les réalités, avec un monde, avec une société qui bouge, et que nous décidons ensemble de mettre en commun nos énergies, nos idées pour rénover, pour corriger ces lois. On estime à un moment donné que ces lois sont des lois liberticides. On estime que c'est des lois qui ne garantissent pas la liberté d'expression, alors que vous et moi, vous êtes là, vous êtes en train de vous exprimer. Vous et moi, vous avez la liberté de vous réunir. Vous représentez un duo de candidats qui a eu la liberté de se réunir pour porter sa candidature aux élections présidentielles. Le 11 avril, l'ensemble des 11 millions de Béninois auront la liberté de choisir entre 3 candidats au nombre desquels votre candidat est mon candidat. Quand vous avez ces 3 principes réunis, je ne suis pas sûr que nous sommes dans une dictature. C'est des principes à valeur démocratique. Nous avons ces principes réunis aujourd'hui et je pense, comme le professeur Topan l'a dit, nous ne sommes pas une dictature, nous sommes une démocratie. Et j'irai en antithèse avec le professeur Topan pour dire, nous ne serons jamais une dictature. Nous travaillerons ensemble à respecter cette démocratie que nous avons l'ambition d'être, mais que nous ayons une démocratie qui apporte de l'espérance, qui apporte du bonheur à nos populations, plutôt qu'une démocratie de littérature. J'aurais tort de ne pas évoquer ça. On a remarqué, en tout cas ces derniers jours, que le dieu de candidat Corentin Corroy Irénée Agossa se durcit, se raidit un peu plus sur cette thématique de la démocratie, des libertés. On les a vus très offensifs cette semaine au cours de leur sortie là-dessus. C'est heureux que vous l'ayez remarqué. Oui, c'est important, c'est leur message. Pourquoi un focus particulier là-dessus? Parce que si on prend le duo Corentin Corroy et René Agossa, on voit dans quelles conditions ils ont même été, ils ont été suspendus du Parti des démocrates. On voit déjà est-ce que le duo que vous représentez n'est pas, comment on va dire, le symbole même qu'on est en démocratie et que même en dehors d'un ensemble constitué, pour peu qu'il respecte les lois de la République, il peut se porter candidat à l'élection présidentielle.
je me permets, nous avons dit depuis toujours, et si vous voulez qu'on revienne là-dessus, quelles que soient les lois, d'accord, quelles que soient les lois, il n'y a pas de loi supérieure à celle du peuple. Il n'y a aucune force, aucun pouvoir qui puisse être supérieur au pouvoir du peuple. Et donc, nous avons dit dès le début que quelles que soient les lois, quelle que soit la force en face, nous irons battre l'adversaire sur son propre terrain. C'est ce qui nous a amenés à prendre le chemin que nous avons pris et qui nous a permis, avec foi, courage, audace et engagement, pour nous retrouver aujourd'hui dans la compétition. Nos camarades ne nous ont pas compris. Ça n'est pas un problème. L'essentiel pour nous, c'est quoi? L'essentiel, c'est de mettre fin à ce qui est en place, c'est de tourner la page du régime de la rupture. Et nous avons déjà appelé tout le monde, tous ceux qui se sentent concernés par cette cause, à nous rejoindre pour qu'on puisse ensemble le faire. Et dès lors qu'on le fera, le reste, c'est des détails que nous allons régler entre nous. D'accord? Et dès que je finis de dire ça, tout ce que M. Lukman Tijani a évoqué tout à l'heure, ça n'a pas manqué au cours de ces 5 dernières années. Pas du tout. Les concours frauduleux, ça n'a pas manqué. Des dossiers de détournement, même si on sait quel sort a été réservé à cela après, ça n'a pas manqué. Quand vous protestez de ce que on devrait, tout le monde a parlé en 2016 de réforme de machin. Il faut moderniser la démocratie, on est d'accord, mais il faut la protéger. Le candidat, aujourd'hui candidat, Patrice Talon a dit qu'il sera candidat pour défendre la démocratie. Dès lors que l'on dit ça, c'est que l'on a déjà reconnu que la démocratie est en danger. Quand on ne défend que lorsqu'on se sent menacé, que lorsqu'on se sent en danger, à partir de ce moment, c'est que quelque part, vous nous rejoignez. Vous nous rejoignez. Et c'est pour cela que nous nous disons qu'il faut restaurer la démocratie, retourner à l'état de droit. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes simplement à l'état de loi. Dans notre République, telle que nous la concevons, le citoyen, le peuple d'abord, la République d'abord, la loi après. La loi doit être au service du citoyen, tout simplement. Et c'est ce que nous disons. Et quand vous parlez et que vous dites que tout ce qui est arrivé, tout ce que vous évoquez là, vous savez, le fait pour nous, malgré que nous ne soyons pas d'accord de tout faire, de se plier même en quatre, malgré que nous avons dénoncé ces lois, on a tout fait. On a fait tout ce qui est possible pour être présent dans la compétition, pour donner la possibilité au peuple de manifester son mécontentement. Quand les réformateurs, moi je m'amuse souvent à le dire, les réformateurs, quand ils ont cru devoir faire toutes ces réformes-là, ils ont cru devoir le faire au nom du peuple. C'est peut-être ce qu'ils pensent, c'est peut-être qu'ils pensent que c'est ce qu'il y a de mieux. Mais quand nous pensons que ça doit être le contraire, l'entité qui peut nous départager nous deux, et nous qui ne sommes pas d'accord, et eux qui pensent que c'est ce qu'il faut, l'entité qui peut nous départager, c'est le peuple. Donc c'est la notion de la démocratie. C'est pour cela que nous avons tout fait, malgré que nous n'étions pas d'accord, nous avons tout fait pour être présents dans la compétition. Parce que pour avoir une toute petite chance de gagner, il faut déjà être dans la compétition. Et c'est tout. Maintenant, il revient au peuple. Le peuple, c'est de nous. Le peuple, c'est du peuple que ça dépend. Votre présence dans la compétition est un indice de démocratie. Notre présence dans la compétition, oui, c'est notre foi, notre audace, notre engagement. Parce que nous avons dit qu'il faut aller battre l'adversaire sur son terrain. Vous avez foi, vous êtes audacieux. Nous sommes convaincus que l'alternance par la voie des urnes est possible. Et c'est ce que nous allons faire. L'alternance par la voie des urnes est possible dans un régime démocratique. Donc vous convenez avec moi que nous sommes dans un régime démocratique plutôt que dans un régime dictatorial. Lorsque vous parlez de concours frauduleux qui existent encore, vous avez vu les concours frauduleux qui ont abouti à leur fin sans que les responsabilités ne soient situées, sans que les gens ne soient punis. On va parler sur ce terrain-là. Mais lorsque vous parlez de la loi au service du peuple, les lois sont éditées par des gens qui sont élus par le peuple. Le citoyen aujourd'hui. Le citoyen mandate à un moment donné. Le citoyen béninois aujourd'hui
dans cette nation, dans ce pays, le Bénin, Oui. a l'impression que tout ce qui est fait contre lui. Ce n'est pas vrai. Le citoyen béninois, depuis... C'est pas moi qui le dis. Non, c'est vous qui le dites. Non, j'ai pas du vu, tout. Regardez Écoutez dans ce que la les rue, gens regardez dans la rue, regardez On va la ferveur s'écouter, populaire, monsieur. regardez la ferveur populaire qui est autour du candidat Patrice Talon, parce que le citoyen béninois comprend que ce qui a été fait ces 5 dernières années contribue à son épanouissement, contribue à son bonheur. Ne faites pas la confusion, J'ai été un peu partout ces derniers jours. Ne faites pas la confusion. J'ai été un peu partout ces derniers jours dans le On Nord. va lui laisser finir. J'ai été même à des endroits dans le Nord ces derniers jours où Oui. le candidat Patrice Talon n'a pas été. Si vous parlez de ferveur populaire, si vous parlez de l'aise populaire, je vais vous demander d'aller voir ce qui s'est manifesté autour des candidats que moi j'ai accompagnés. Et donc, on n'ira pas sur ce terrain. Nous ferons le bilan le soir du 11 avril. Exactement. Mais quand vous parlez du citoyen qui a l'impression que ce qui a été fait contre lui... Nous vivons malheureusement une époque... Ne faisons pas la différence. Nous vivons malheureusement Oui. une époque... Ne faisons pas la dans notre- différence entre le citoyen Nous et le vivons personnage politique malheureusement qui veut une époque... Ne faisons pas la confusion entre le citoyen et le personnage politique qui veut en permanence rester dans un système d'impunité, dans un système où il veut forcément penser que... Ceux qui ont le plus, ceux qui ont faim dans le pays, Attends. ceux qui n'arrivent pas à manger, Oui. ceux qui n'arrivent pas à envoyer les enfants à l'école, Vous ceux avez qui n'arrivent pas à vous avez vu des gens, Un vous avez instant. vu des gens... ils sont dans votre quartier, ça a ils sont commencé- dans ça a la commencé- rue. mais Ceux-là, Lukman ce n'est Tidjani, pas les on va le laisser- politiciens on va le qu'on laisser envoie en finir. exil. Oui. Ce n'est pas ceux qui se retrouvent en prison pour tel ou tel. Ce n'est pas eux qui ont le plus faim. Ceux mais- qui ont le plus faim, Oui. c'est les 65% qui ont voté pour le président Talon en 2016. Ils vous ont dit qu'ils ont faim Mais ils pendant... sont dans votre quartier. Ils sont dans Oui, votre oui. entourage. Vous les voyez Vous les tous voyez, les jours. vous À partir de ce moment, vous exprimer, nous vivons vous pensez vous malheureusement exprimer, une On va époque s'écouter, on va s'écouter. Nous vivons Laissez-le malheureusement finir, une vous allez époque répondre. où nous vivons malheureusement une époque où la parole politique se retrouve exonérée de tout crédit. La parole Celui qui conduit l'action publique. Vous allez le répondre. citoyen ne Ouais. se retrouve pas dans l'action, dans les décisions et dans les actes que pose celui qui conduit l'action publique. Que ce soit le pouvoir allez exécutif, répondre. que ce soit le Laissez-le pouvoir législatif, que ce soit les lois qui sont votées. Je suis surpris. Laissez-le finir, Lukman Tidjani. Ok. Vous voulez qu'on fasse un bilan? C'est ce régime qui a promis que la presse sera plus libre que jamais. L'état de la presse aujourd'hui, tout le monde le connaît. C'est ce régime. Vous pensez que la presse n'est pas libre? Il vaut mieux une presse qui... C'est Laissez-le- sous ce régime que des Laissez-le journalistes. finir. Vous allez ont été répondre. Vous êtes en train Vous de- allez Monsieur le répondre. plateau de presse, quand vous dites que la presse n'est pas libre. Nous sommes en campagne, Il faut qu'on je ait vous rappelle. en avance, vous allez répondre. Donc c'est la première fois que les voix discordantes à la gouvernance Demandez à s'expriment sur les monsieur, médias. demandez à poser la question. C'est vrai que c'est moi- monsieur c'est moi François qui qui pose- pose la question. c'est hein. moi qui pose C'est la vrai que question. c'est lui qui pose la question. Demandez-lui. C'est moi qui pose. Demandez à monsieur François Moi, j'ai Dagier. pas vu de presse C'est muselée. lui d'habitude qui pose des questions. Mais permettez-vous de lui poser la question. Vous avez le don de voir une presse muselée, Finissez. vous. Lukman Tidjani, finissez. Vous êtes- Et donc, comme je le disais, la parole politique est exonérée de tout crédit. Celui qui conduit l'action publique, il décide tout ce qu'il prend comme décision. Le citoyen ne se retrouve. Hé, monsieur, et votre masque? Oh, mon frère, je suis seul, moi. Et je suis robuste. Covid ne connaît pas costaud, hein. Si tu ne respectes pas les mesures de prévention, tu vas contracter le virus bêtement, gratuitement, et tu vas mourir. Tu as des personnes âgées chez toi, non? Il y a beaucoup de personnes âgées dans ma famille. Nous vivons longtemps. Le costaud peut bien être porteur de virus sans manifester des signes extérieurs, puis contaminer les personnes qu'il va croiser dans cette boutique, mais aussi et surtout ses parents. Il va tuer tous les vieux de sa famille. Ou bien toi tu veux les perdre tous déjà? Non, 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 jamais. Alors il faut respecter les mesures de prévention. Ok? Le port de masque est obligatoire. Il faut systématiquement laver les mains à l'eau et au savon. Il faut respecter la distance sanitaire qui est 1 mètre. Hein? Est-ce que c'est difficile ça là maintenant? C'est difficile? Merci. Merci pour le conseil. Voilà, de retour sur le plateau du duel de ce dimanche 4 avril 2021, après ce petit intermède. Mohamed Yamidi, vous aviez la parole. On était sur... vous parliez de crédibilité de la parole politique ou de la discréditation de la parole politique. Exactement. Vous savez,
Lorsqu'une décision est prise et que le citoyen pour qui l'on prend la décision ne se retrouve pas dedans, qu'il se demande si c'est vraiment son bonheur que l'on veut faire à travers ces décisions qui sont prises, il naît forcément une crise de confiance entre l'élu et ceux qui sont dirigés, ceux qui ont confié le pouvoir. D'accord? Et quand le peuple choisit, il choisit, ça veut dire que le peuple a le pouvoir. Même s'il se rend compte que c'était une duperie, redresser la barre, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Et redresser la barre ne dépend que de lui. Alors nous, le peuple, c'est de lui que ça dépend. C'est pour cela que je dis que si, comme vous le dites, vous vous dites que la dynamique doit continuer. Nous disons que cette dynamique, il faut l'arrêter. Parce que vous évoquez les réformes, vous évoquez ci, vous évoquez ça. Quand on fait une réforme qui crée plus de problèmes que de solutions, quand on fait une réforme ou quand on fait des réformes qui mettent à mal la vie des citoyens, quand on fait ces genres de réformes, on ne peut pas dire que l'on a progressé comme vous le dites. Où est aujourd'hui le progrès social? Où il est le progrès social? Et donc, à partir de ce moment, cette dynamique, il faut l'arrêter. C'est pour cela que nous nous proposons de restaurer la confiance du citoyen. C'est-à-dire que le citoyen ait désormais confiance, retrouve la confiance pour pouvoir faire confiance à celui qui l'élit, pour s'assurer que les décisions que celui qui conduit l'action publique aura à prendre sera toujours pour son bien-être. Que le bien-être du citoyen soit au cœur de l'action publique. C'est ce que nous prenons à travers notre mandat de transition. Voilà. Je suis d'accord avec vous quand vous parlez du discours politique ou de la parole politique qui est exonérée de confiance ou qui est exonérée de l'approbation du peuple. Mais le discours politique, c'est celui qui est entretenu par les acteurs politiques. Depuis plus de 10 ans, nous sommes conscients de ce qu'il y a aujourd'hui un désintérêt, un désamour entre les acteurs politiques et le peuple. Aggravé. Non, nous sommes d'accord qu'il y a un désintérêt, un désamour entre les acteurs politiques et le peuple. Et ce désintérêt, cet amour aujourd'hui dont nous avons besoin, c'est cet amour que le président Patrice Talon est en train de restaurer. Quand vous voyez le discours politique qui est tenu par le président Patrice Talon, il est en phase aujourd'hui avec les aspirations du peuple. Quand le président Patrice Talon dit il faut qu'ensemble que l'argent du bien public serve à entretenir l'ensemble des populations, c'est ce que le peuple béninois veut. Quand le président Patrice Talon dit que les gens qui à un moment donné sont investis à des postes de responsabilité doivent être en mesure de rendre compte de la gestion qu'ils ont fait du bien public, c'est ce que le peuple a réclamé depuis plus de 10 ans. C'est ce que le peuple a voulu et que les acteurs politiques, dans une complicité, ont voulu écarter de la responsabilité du peuple. Quand vous parlez de l'action publique, ce n'est pas le discours. L'action publique, c'est faire en sorte que votre soeur qui est à Boukoumbe, de 8 ans, qui doit aller à l'école et dont les parents doivent être au champ toute la journée, qu'elle puisse avoir la possibilité d'être à la cantine le midi. L'action publique, c'est faire en sorte que les industries qui doivent venir puissent avoir de l'énergie pour fonctionner et créer de l'emploi aux jeunes. L'action publique, c'est la modernisation de nos villes. C'est l'action publique dont le peuple a besoin. L'action publique, c'est les perspectives économiques qui puissent permettre à nos jeunes frères d'avoir de l'emploi. L'action publique, c'est comment faire en sorte que là où ma tante va le matin, pour pouvoir vendre de la tomate, vendre de l'oignon, puisse être un cadre adéquat qui lui permette de revenir le soir avec des revenus pour pouvoir alimenter sa famille. C'est l'action publique dont le peuple a besoin. Et cette action publique, on l'a vu pendant 5 ans. On ne l'a pas terminée. On l'a vu pendant 5 ans. Quand vous dites que vous voulez changer, on ne peut pas changer un maçon qui est en train de rénover une maison. C'est la catastrophe quand vous changez un maçon qui rénove une maison parce qu'il n'a pas la connaissance de l'architecture. Il n'a pas la connaissance de la vision, de la perspective dans laquelle la maison est en train d'être construite. Nous avons donné un mandat ensemble à Patrice Talon depuis 2016 de reconstruire cette maison-là. Il est en train de le faire. Il l'a fait pendant 4 ans, pendant 5 ans. On a estimé ensemble qu'on n'a pas terminé. Nous avons demandé au peuple dont vous parlez de nous redonner cette confiance-là. Attendons de voir si le citoyen béninois se retrouve à travers ce que nous avons fait pendant 5 ans. Ce n'est pas à nous de le dire. Attendons au soir du 11 avril. La confiance aujourd'hui entre le citoyen béninois et son chef, la confiance est là aujourd'hui. Ce que nous devons faire, vous et moi aujourd'hui, c'est de faire en sorte que, pour les 5 prochaines années, que cette confiance entre les acteurs politiques et ce peuple-là vienne. Le discours qui a été tenu pendant 5 ans par un certain nombre de personnalités, un certain nombre d'acteurs politiques de votre camp,
du camp de ceux qui estimaient que ça n'allait pas, le discours n'a jamais reçu l'approbation du peuple. Les appels à l'insurrection, les sorties dans la rue n'ont jamais reçu l'insurrection du peuple parce qu'à un moment donné, le peuple ne se retrouvait pas dans ce qui se faisait chez vous. Mais le peuple pensait que ce qui était en train d'être fait au niveau du président Patrice Talon était ce qui allait dans le sens de son intérêt. Nous allons faire vous parliez de mandat de transition. Ce point m'intéresse. Quel est le concept? D'accord. Juste avant d'y revenir, j'aimerais simplement vous répondre que l'action publique de ces 5 dernières années, c'est ce qui a donné l'augmentation du sous-emploi et du chômage. Vous avez les statistiques? Écoutez, ils sont dans vos quartiers. Ceux qui ont perdu leurs emplois, ils sont 10 000 fois plus nombreux que ceux qui en ont eu. Les commerces qui ont disparu, la modernisation des villes dont vous parlez, c'est ça qui entraîne la suppression de ces commerces-là. C'est de la modernisation de villes-là qu'ils vont vivre. C'est ça l'action publique de ces 5 dernières années. Et si vous voulez qu'on continue, on ne va pas s'arrêter. Mais je pense qu'on va devoir revenir à... vous allez répondre là-dessus. Notez. Nous pensons que pour restaurer simplement la confiance entre le dirigeant et entre l'élu et le citoyen, nous proposons simplement un mandat de transition. Cette transition ne durera que la période des réformes. C'est qu'il faut d'abord promouvoir le dialogue national. Si nous ne pouvons plus, malgré nos différences ou nos divergences ethniques, religieuses, si nous ne pouvons plus nous écouter, si nous ne pouvons plus dialoguer et que nous ne pouvons plus nous gouverner, nous risquons simplement de périr. Il nous faut aujourd'hui l'écoute attentive des autres, des uns et des autres. Que le principe de précaution ne se transforme pas en un principe de suspicion. Aujourd'hui, le Béninois il doute de tout, il doute de lui-même. Il n'a confiance en rien. À partir de ce moment, quand il n'y a pas un minimum de confiance, quel développement vous voulez construire dans une ambiance comme cela? D'accord. Ce que nous allons faire simplement, c'est de corriger toutes ces lois que nous qualifions tous de scélérates. C'est de convoquer dès 2022 la Conférence nationale de restauration, qui sera une version améliorée de celle de 1990, où nous allons tenir ce que nous appelons un dialogue de vérité. Ce que vous pensez de ce qui est fait, vous allez le dire. Ce que nous pensons de ce qui est fait, nous allons le dire. Il ne sera pas pour nous opportun d'écarter ou d'éliminer certains. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas d'accord, que nous ne lisons pas les mêmes journaux, que nous ne fréquentons pas les mêmes personnes, que nous ne pouvons pas nous mettre d'accord sur l'essentiel qui est la vie de la nation. Et à l'issue de cette conférence nationale de restauration, nous proposons au peuple soit une modification de la Constitution, soit une nouvelle Constitution que le peuple serait amené à adopter par voie référendaire. Et nous allons nous assurer que plus aucune modification de la Constitution n'intervienne que si ce n'est pas référendum. Tout passe et passera désormais par le peuple. Et à l'issue de cela, nous allons convoquer les élections générales où nous allons déposer le tablier. Une nouvelle élection législative où le peuple va renouveler, où le Parlement sera renouvelé, qui est le cœur de la démocratie, pour que la démocratie puisse se revitaliser. Et après cela, il y aura évidemment l'élection présidentielle. Donc nous remettons en cause notre mandat, nous écourtons le mandat. Si le peuple nous confie ce mandat, nous allons l'écourter pour permettre au peuple de choisir librement ceux qui vont le diriger. Et c'est aussi simple que cela. Voilà. Vous allez répondre sur les 2 petits points. Oui, je m'abstiendrai d'opiner sur votre proposition en laissant le peuple juger le soir du 11 avril. Le mandat que vous aurez écouté, la conférence de dialogue sincère. De restauration de la Écouter le mandat, c'est ce qui nous permettra d'être conséquents avec nous-mêmes. À partir du moment où les lois sur lesquelles nous étions élus, nous contestons ces lois, il va de soi que pour restaurer la confiance, que vous puissiez dire non, on arrête et on reprend. Je laisserai le peuple au soir du 11 avril nous dire s'il faut continuer avec les lois, s'il faut améliorer les lois plutôt que de vous donner l'opportunité de contester ces lois-là. Quand vous parlez de la modernisation des villes et vous voulez faire le lien avec l'impact sur le développement économique, vous avez vu l'opportunité économique que le projet Alphatage a révélé dans nos villes. Vous avez vu le nombre de jeunes aujourd'hui qui décident, parce que les villes ont été modernisées, parce qu'ils ont des infrastructures routières, de se lancer dans l'auto-emploi plutôt que d'attendre des recrutements, plutôt que d'attendre qu'un système de recrutement frauduleux. Vous parlez d'emplois détruits. Je vous mets au défi de me dire ou de faire aujourd'hui un ratio. Pendant les 5 dernières années, la proportion d'emplois créés avec le nombre d'emplois détruits, vous comprendrez alors qu'il y a eu
que le solde est vraiment positif. Nous avons créé beaucoup plus d'emplois au cours de ces 5 dernières années qui a été créé par le passé. Quand vous parlez d'emplois détruits, vous parlez de quel emploi? Des emplois qui étaient précaires, des emplois qui étaient dans un système administratif, dans un système économique qui n'était pas viable. Il était important de revoir le système. Une fois qu'on revoit un système, qu'on casse l'omelette, qu'on casse les œufs pour faire l'omelette, vous laissez le fruit, vous laissez l'impact de ce qui a été fait et vous attardez juste aux actions qui ont été posées. Je pense que ces 5 dernières années, vous êtes d'accord avec moi. Vous parlez des jeunes qui sont dans vos quartiers. Vous êtes d'accord que ces jeunes-là aujourd'hui sont beaucoup plus ouverts à aller vers l'auto-emploi. Vous parlez des femmes. Vous êtes d'accord qu'aujourd'hui que dans vos rues, dans vos quartiers, les femmes espèrent avoir accès à un marché viable. Ça, vous oubliez de le dire. Vous parlez du progrès social, où est-ce qu'il se trouve? Il n'y a pas de progrès social statique. Il n'y a pas de progrès social sans sacrifice. Le sacrifice, c'est le sacrifice qu'ensemble nous avons appelé le peuple béninois à faire pendant ces 5 dernières années. Et ce peuple, après avoir fait ce sacrifice, est satisfait aujourd'hui, est satisfait des fruits des retombées. Vous êtes sur le terrain, vous êtes allé au village, vous l'avez dit. Allez à Bonkombe, allez à Banekwara. Venez à Grand Popo, allez à Comé. Écoutez le peuple. Le peuple veut que cette dynamique-là continue. Et ce que le peuple réclame davantage, c'est que ce sens d'écoute dont vous parlez, que cette écoute soit faite dans la sincérité. C'est ce qui manque davantage à nos acteurs politiques. Que l'écoute soit faite dans une dynamique de confiance en soi-même. Est-ce qu'aujourd'hui, les Béninois ont confiance en eux-mêmes? Je pense que oui. Pendant 5 ans, le président Patrice Talon a travaillé pour amener les Béninois à se dire « Nous sommes capables d'opérer des miracles. Nous sommes capables de nous construire nous-mêmes. Nous sommes capables de répondre aux besoins, aux aspirations les plus légitimes, les plus élémentaires. L'accès à l'eau potable, l'accès à l'énergie, les routes, les pistes rurales pour faire écouler les produits. Ma tante qui fait du manioc, ma tante qui fait de l'ananas au niveau de Sékou, comment est-ce qu'elle arrive à faire écouler ses produits? C'est ça le progrès social. Le progrès social, ce n'est pas de s'asseoir matin, midi et soir dans une salle à parler de dialogue. Le progrès social, ce n'est pas de faire des conférences de presse. Le progrès social, c'est comment est-ce que cela se répercute dans la vie de chacun de nos concitoyens. Voilà. Et ça, c'est important aujourd'hui. Et ces 5 dernières années, vous êtes d'accord avec moi que c'est ce point nous avons lancé une dynamique. Et je suis sûr que vous êtes d'accord qu'il ne faut pas arrêter cette dynamique-là, il faut la continuer pour que le Bénin puisse davantage se révéler au monde. Exactement. Il nous reste exactement 12 minutes. Nous allons aborder un autre sujet qui est le mien, après le vôtre. C'est le rapport d'Amnesty International qui indexe le Bénin dans sa sortie, qui parle d'opposants en prison. Je ne sais pas si vous avez d'opposants en prison. Qu'est-ce que dans le rapport dans son ensemble, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Le rapport dans son ensemble pour moi n'évoque que ce qui est réel. Donc pour vous, c'est la réalité. Écoutez, ceux qui ont fait le rapport, ils ont fait un travail. Ils ne sont pas restés là où ils sont, ils ont investigué et ils ont fait le rapport. Et vous et moi servions ce qui se passe ici, que les gens puissent, au nom d'un oui ou d'un non, se retrouver là où ils n'ont pas voulu. Qu'on puisse enlever les gens dans la rue et après qu'on puisse dire tout ce que vous savez. C'est ici que ça s'est passé, c'est devant vous et moi. Donc, pour moi, le rapport a dit ce qu'il a dit. Je n'ai pas d'a priori par rapport au rapport. Ce que nous voulons, c'est d'améliorer cela. Et c'est pour cela que nous sommes là. Voilà. Oui, moi je suis resté sur ma faim quand j'ai lu le rapport parce que dans son ensemble, le rapport me pose un problème de crédibilité. Non seulement des organisations de la société civile, mais en particulier des organismes internationaux. On a parfois l'impression qu'une fois que ces organisations ont commencé dans la recherche de leur financement à avoir des liens avec des lobbies privés, il manque parfois d'objectivité et d'impartialité. J'ai vu le rapport dénoncer, mais sans faire un plaidoyer à l'ensemble des acteurs politiques. Le rapport dans tout son contenu n'a fait qu'attaquer le gouvernement. Lorsqu'on est à un état d'organisation de la société civile et dans le contexte petit que nous sommes, je pense que le rapport aurait pu être un rapport de consensus, un rapport qui appelle davantage à la paix. Je n'ai pas vu un appel à la paix. Lorsque le rapport parle d'opposants qui sont emprisonnés, le rapport ne parle pas des propos en attentant à la paix qui ont été entretenus ces 5 dernières années. Le rapport ne parle pas des menaces à peine voilées qui ont été adressées au chef de l'État ces derniers mois. Lorsque le rapport dit que les cas, par exemple, de M. Biod Draman et de Mamadou Tidjani
Jusqu'aujourd'hui, le rapport l'a dit qu'aujourd'hui, on ne connaît pas les raisons pour lesquelles ils ont été incarcérés. Je pense que le rapport manque de sincérité. Il y a une déclaration du procureur qui dit les faits qui ont été reprochés à ces acteurs-là. Lorsque le rapport dit que M. Galileo Soglo a été écarté de la présidentielle, je dis non. M. Galileo Soglo n'a pas répondu aux critères pour être candidat aux élections présidentielles et il ne pouvait pas être éligible pour aller dans la compétition. Vos duos de candidature ont répondu aux critères, ils sont dans la compétition. Je pense que lorsqu'on a une organisation de la société civile et qu'on veut faire un rapport dans le contexte qui est le nôtre, surtout dans plein processus électoral, il faut prendre un peu de réserve, il faut prendre un peu de retenue et faire en sorte que ce rapport puisse être un rapport rassembleur. C'est ce qui a manqué à Amnesty International. Lorsque le rapport dit, si vous me permettez, le rapport dit qu'il ne faut pas couper Internet, notre vœu le plus cher, c'est que Internet puisse être viable, que même le jour du scrutin, tout le monde puisse avoir accès à Internet. Mais le rapport a manqué de nous dire l'usage que beaucoup en font d'Internet pour créer la terreur. Nous avons vu en mai 2019 le rôle que Internet a joué pour passer de la fausse information. Lorsque vous êtes sur votre portable et que vous voulez sortir de votre maison pour aller voter, et que vous recevez un message sur WhatsApp pour vous dire qu'un policier a été tué juste à 50 mètres de votre maison et qu'il y a une émeute là alors que ce n'est pas vrai, vous avez reçu de la fausse information par Internet, ça vous décourage d'aller voter. Donc je pense que Amnesty International gagnerait beaucoup plus à rendre son rapport orienté beaucoup plus vers la recherche. Ils se sont juste contentés d'une revue de littérature, peut-être d'un travail de sourdine dans quelques rues pour recueillir un certain nombre d'informations sur des plateformes. Mais je pense que le rapport a manqué de consensus et a manqué de crédibilité. Voilà. Quand vous êtes dans l'action, aussi bien publique, et que votre action ne vise pas l'équilibre, parce que gouverner, c'est d'abord créer l'équilibre. Et que vous êtes dans l'action et que vos actions ne visent pas d'abord l'équilibre, il va de soi que vous dénoncez ce que vous dénoncez là. Et donc, si l'on doit remonter, on remontera d'abord à ceux qui sont dans l'action et qui amènent les autres et qui amènent tout ce qui suit. L'ensemble des acteurs politiques. Ce n'est pas eux, c'est pas l'ensemble des acteurs politiques qui décident de comment l'élection est organisée. C'est pas eux qui décident des règles de l'élection. C'est pas eux qui décident du miracle que vous avez parlé tout à l'heure avant l'intervention des miracles qui ont été opérés lors de ce mandat. L'un des miracles que ce mandat est opéré, c'est d'avoir 83 députés, 70 mais 77. Quand vous êtes dans l'action et que l'action amène à cela, il va de soi. Moi, je ne dis pas que c'est bien. Non, pas du tout. Nous n'avons jamais voulu ça. Nous sommes un peuple. Nous sommes et nous voulons continuer de l'être un peuple non violent. Mais quand on est un chef, que l'on soit un chef à l'état d'une nation, chef de nation, chef d'équipe, ou même quand on dirige un bataillon, ce qui détermine notre action, c'est notre clairvoyance. Et tout ce que vous aurez à faire doit être conduit. Le fil conducteur de tout ce que vous doit faire, ça doit être cela. Quand on est chef, on est d'abord chef de tout le monde, de toute la nation. Et donc, pour moi, il est clair. Nous n'aimons pas ce que nous voyons. Et nous n'aimons pas que cela puisse continuer. À partir de ce moment, il est important maintenant de s'arrêter et de faire le point. C'est pour cela que nous parlons et que nous reparlons toujours de la restauration de la confiance, pour que nous puissions nous écouter et savoir réellement qu'est-ce qui est important pour la vie de la nation, pour que la nation puisse continuer de vivre. Nous n'aimons pas ce que nous observons, mais le problème, la différence entre vous et moi, c'est que nous ne savons pas où est-ce qu'il faut situer la responsabilité. Ce que nous n'observons pas, que nous n'aimons pas là, ce n'est pas le président Patrice Talon, non. Ce que nous observons et que nous n'aimons pas, ce n'est pas la gouvernance actuelle, non. C'est les acteurs politiques que nous avons en face. Il faut avoir l'amabilité de le dire. Vous avez l'impression d'avoir tout fait pour que le peuple se sente mieux. Quand vous parlez de clairvoyance, le président Patrice Talon son gouvernement a fait preuve de clairvoyance pour éviter ce que nous avons eu en mai 2019. Avant mai 2019, il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été menées. Le chef d'État a rencontré les acteurs politiques. Le chef d'État a offert une porte de sortie pour les acteurs politiques puissent s'entendre et trouver la porte de sortie. Les acteurs politiques ont été incapables de le faire. La conséquence, c'est ce que nous avons eu en mai 2019. Quand vous parlez de clairvoyance, à tout moment, depuis 5 ans, vous ne pouvez pas me dire que le chef de l'État a manqué d'ouvrir des portes de dialogue et de discussion avec ses concitoyens. Mais en face, qu'est-ce qui a été fait? En face, ce qui était en face, c'était les menaces, c'était les injures.
c'est le refus d'aller s'asseoir. Quand vous parlez de dialogue, le dialogue qui a été souhaité, qui a été demandé par l'ensemble des acteurs, pour lequel le chef d'État a fait preuve d'ouverture et a convié les acteurs politiques au Palais des Congrès. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu des acteurs politiques qui ont renoncé à ce dialogue. On a vu des acteurs politiques qui ont qualifié ce dialogue de tous les mots. Je suis d'accord avec vous qu'il faut renouer avec la confiance. Renouer avec cette confiance-là, c'est déjà de continuer avec la dynamique dans laquelle nous sommes, parce que c'est une dynamique qui porte l'espoir. C'est une dynamique qui porte la confiance du peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas l'individu, c'est le système. Et l'individu qui est là aujourd'hui, il faut l'accompagner, en faire en sorte que nous puissions avoir un système beaucoup plus viable, avec des acteurs politiques qui assument leurs responsabilités, qui à un moment donné sont capables de dire j'ai failli, je reviens en arrière. C'est de ça qu'il s'agit. Travaillons à restaurer Luqman Tidjani, on va chuter pour cette... il nous reste à peu près 4 minutes. J'aimerais vous écouter sur un sujet, parce que là on a parlé de droits de l'homme, de politique en somme, de justice, et ainsi de suite, sur un sujet important, par exemple, comme l'éducation. Par exemple, juste en quelques mots, qu'est-ce que, au-delà des réformes que vous entrevoyez, par exemple, quand on prend le sujet de l'éducation, emploi, quel lien vous faites? Par exemple, on sait que le gouvernement sortant est allé sur sur une base de 70% pour l'enseignement professionnel et 30% pour la théorie. On parle de professionnaliser un peu plus notre éducation. Qu'est-ce que vous en dites? Pour nous, la priorité, c'est de faire en sorte que la formation soit en adéquation avec le marché de l'emploi. Ce dont nous avons besoin sur le marché de l'emploi, c'est ceux-là qu'il faut former. Si nous avons plus besoin de cuisiner aujourd'hui, c'est ceux qu'il faut former. Si aujourd'hui, vous savez que nous formons plus... Le président dit la même chose. Écoutez, est-ce que c'est ce qui est fait? Nous parlons de ce qu'on a dit et de ce qui doit être fait. Donc, nous donnons priorité à ça. Nous donnons priorité à la recherche. Nous sommes, par exemple, en période de Covid. Nous ne savons pas combien de temps ça va durer. Ceux qui arrivent à s'en sortir le mieux, c'est ceux qui ont misé d'abord sur la réforme. Donc, voilà des chantiers qui sont prioritaires pour nous. Le numérique. Voilà, on a un besoin cruel dans ce domaine-là. Nous allons former des gens spécialisés du numérique. Puisque aujourd'hui, l'Internet est incontournable dans tout ce qui est transaction. Il n'y a aujourd'hui aucune stratégie commerciale qui puisse marcher sans une stratégie digitale bien adaptée. Donc voilà autant de chantiers sur lesquels nous allons miser et faire en sorte que, comme je le dis, la formation soit en adéquation avec le marché du besoin. C'est priorité. D'accord. Sur ce point, très brièvement. Il faut faire un véritable travail d'adéquation formation avec l'emploi. Mais l'adéquation formation avec l'emploi passe d'abord par le renforcement des capacités de celui qui forme. Parce que si celui qui forme n'est pas en phase avec les réalités du marché de l'emploi, il ne pourra pas former des gens qui puissent répondre à cela. C'est en cela aujourd'hui, je pense qu'il faut revoir vraiment le système éducatif en mettant aussi un accent sur la qualité de ceux qui forment aujourd'hui nos jeunes dans les universités. Travailler aussi sur l'offre de formation qui est proposée. Et ne pas oublier que nous sommes dans un marché de l'emploi très dynamique. Vous avez parlé de la digitalisation. Aujourd'hui, c'est dynamique. Il y a d'autres secteurs aujourd'hui qui sont des secteurs porteurs d'emploi, l'agro-business, la santé numérique. Donc, il faut aujourd'hui travailler en faire en sorte que tous ces secteurs dynamiques puissent être davantage offerts à la visibilité de ces jeunes-là. Je comprends simplement que M. Lamidi a refusé de voir tout ce qui a été fait pendant ces 5 dernières années dans le souci de l'adéquation de la formation avec l'emploi et tout. Beaucoup de choses ont été faites, on a beaucoup de... Merci. Moi, je n'étais pas là pour vous convaincre, mais pour convaincre les électeurs. Merci. Mais vous reconnaissez que beaucoup de choses ont été faites. Je ne reconnais rien. Merci. Et qu'il faut continuer avec la dynamique. Merci Luqman Tidjani. Je rappelle que vous êtes acteur politique du BR, vous soutenez le duo Talon-Talata. Juste une question, juste une boutade. Pourquoi Irénée Agossa l'a dit plusieurs fois, Corentin Koffé aussi, le duo de l'étonnement? Parce que personne ne nous attendait. Ah d'accord, ok. Quand vous priez, que vous allez à l'église, que vous allez à la mosquée, ce que nous n'avons pas manqué de faire ces derniers jours, quand vous priez, vous dites simplement que la volonté de Dieu soit faite et non que la volonté d'un homme soit faite. Voilà. Ceux-là, quand vous priez, ce n'est pas à vous de décider de par qui doit venir votre bonheur. Nous ne sommes pas le chemin. Nous connaissons simplement le chemin et nous voulons amener les gens à prendre par ce chemin pour aller
à la réalisation de l'alternance au soir du 11 avril. Et que Voilà. la volonté du peuple soit faite. Voilà. Merci Mohamed Liamidi. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Restaurer la confiance, porté par le duo Corentin Koué, Irénée Agossa. Le duel de ce dimanche 4 avril 2021, c'est désormais du passé. À notre suite, vous allez suivre l'hebdo des éditorialistes avec Théodule Roussa et ses invités.